Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Alors, aujourd'hui, on est ravi de vous accueillir sur un live un peu plus généraliste, que les précédents. On va pouvoir parler, finances durables, nouveaux instruments au service, de l'impact positif avec notamment des cas d'usage concrets pour finir sur de l'investissement dans des actifs tangibles. Pour ce live, on est ravi d'avoir l'honneur d'avoir Gaël. Gaël qui est le fondateur, d'Épinard et également de la crèmerie. Il vous en dira plus, à ce sujet-là. Je vais lui passer la main juste après, ainsi qu'Anaïs, que vous connaissez sans doute déjà et qui gère toute la partie produits, et impact, chez Érable. Donc je passe tout de suite, la main à Gaël pour les présentations et on pourra enchaîner sur, les 3 parties de ce live. Petite précision, on pourra avoir toutes les questions à la fin, du live. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans le chat en commentaire, et on pourra y répondre, à la fin de cette présentation. Merci Yanis. Ouais, juste pour me présenter du coup rapidement, Gaël, fondateur de la newsletter, Épinard, donc une newsletter qui est dédiée à l'investissement responsable, qui en gros essaye de relier les problèmes de la transition écologique, au sens large, transition environnementale même au sens large et puis, des solutions d'investissement sur lesquelles, tous les particuliers peuvent investir et également de La Crèmerie, qui est la suite, qui est en gros un cabinet de conseil en investissement financier, responsable uniquement. Et qui permettent du coup d'accompagner ceux qui veulent passer le pas, et qui veulent être accompagnés dans leurs investissements. Voilà. Anaïs, peut-être tu te présentes aussi rapidement? Tu te 2 mots de plus? Ah, Yanis m'a fait une jolie introduction, mais merci de me passer la main. Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien d'ailleurs. On n'a pas demandé, mais n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Et du coup, oui, Anaïs, en charge de tous les sujets produits et impact chez nous. Alors du coup, je fais un peu si le plan, si vous voulez, là, de ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Donc, effectivement, Yanis a brossé un peu, mais peut-être pour commencer, en fait, il y a pas mal d'enjeux autour du financement de ce qu'on appelle l'impact, à la fois, du côté des entreprises qui portent des projets à impact et puis du côté des investisseurs qui, eux, aimeraient bien, en tout cas, soutenir un maximum ces entreprises-là. Hem, Peut-être Yanis, pour commencer sur la partie, financement de l'impact côté projet que toi tu connais peut-être mieux. C'est quoi un peu les Ouais. grands enjeux? Avec grand plaisir. Donc, pour commencer sur cette partie-là, nous donc on est, côté Érable, on est en contact avec beaucoup de projets, essentiellement des projets, de l'économie circulaire et de la fonctionnalité, qu'on accompagne sur leurs enjeux de financement. Ce qui est à noter en fait, dans des enjeux de financement de projets impact par rapport à des financements d'entreprises plus traditionnels, c'est qu'on a souvent affaire à 2 choses qui sont, on va dire, peu prises en compte aujourd'hui par des acteurs plus traditionnels comme des banques, comme des sociétés de leasing, qui sont que en fait, dans le financement impact, on va avoir à la fois des enjeux de financement de CAPEX et de BFR qui peuvent parfois être plus importants que sur des modes de financement d'entreprise tech, par exemple. Donc, où il va falloir financer du stock, il va parfois falloir financer même des usines pour du reconditionnement. Et donc, souvent, c'est du financement sur du stock d'actifs qui sont beaucoup moins classiques que certaines entreprises. Et donc, les acteurs traditionnels comme les banques ont du mal et les acteurs du financement des startups ont du mal parce que c'est beaucoup moins tech que d'autres aspects. Et enfin, un deuxième aspect qui est intéressant sur le financement des entreprises à impact, et je pense qu'il touche beaucoup de plateformes de crowdfunding, c'est qu'on est souvent sur des acteurs qui travaillent sur de nouveaux modes de consommation, qui travaillent aussi sur des enjeux en fait, de transformation des comportements en fait, des utilisateurs, des consommateurs. Et donc, finalement, en plus du financement, il y a souvent un enjeu pour ces entreprises-là de fédérer autour de leur ambition et autour de ce qu'elles veulent faire. Et donc, c'est là où on se retrouve côté projet avec ce double enjeu de financer des choses peu usuelles et en plus financer des nouveaux modèles qui impliquent un changement côté consommateur-utilisateur. Et peut-être on peut passer la main à Anaïs, enfin à Gaël, pardon, sur le sujet investisseur. Je pense que tu as pas mal de choses à nous apporter avec ta newsletter sur cette partie-là. Ouais, alors je pense qu'effectivement, tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, je pense, se posent un peu des questions sur, justement, en tant qu'investisseur particulier, comment est-ce que nous, on peut aider, entre guillemets, à contribuer, à notre niveau avec, l'argent qu'on a pu épargner. Et c'est vrai que, une des clés, on va dire, de l'investissement impact ou de l'investissement responsable au sens large, c'est de savoir dans quoi est-ce qu'on investit.
Et aujourd'hui, en fait, il y a un véritable flou sur la plupart des produits financiers. Pourquoi? Parce qu'il y a un empilement, on va dire, d'acteurs, et j'en fais partie du coup maintenant, un empilement d'acteurs avec du coup des choses qui s'encapsulent. On va investir dans un fonds qui investit lui-même dans des entreprises qui du coup vont elles-mêmes développer, différents projets et cetera et cetera. Et même la plupart du temps, quand on est, par exemple, sur les marchés boursiers, en fait, on s'échange des titres entre investisseurs. Mais on va pas directement, en fait, si on achète une action, je ne sais pas, de n'importe quelle entreprise du CAC 40, on va pas directement donner de l'argent à cette entreprise-là. Donc en fait, l'impact qu'on peut avoir, il est plutôt d'un point de vue, comment on dit? Politique. On peut avoir, voilà, des droits de vote dans les sociétés, on peut influencer sur les décisions qui sont prises, en assemblée générale et cetera. Mais économiquement, on n'a pas un impact direct. Alors ces placements-là, ils ont quand même un intérêt, d'un point de vue, on va dire, patrimonial, hein, ça se construit dans une logique globale. Mais quand on veut avoir de l'impact avec son argent, on va souvent vouloir aller investir au plus près des entreprises, même directement si on peut dans les entreprises, que ça soit en achetant directement des actions de l'entreprise, mais pas sur les marchés boursiers, plutôt sur des entreprises du coup non cotées, ou en leur prêtant de l'argent, et c'est ce qu'il y a, beaucoup notamment sur, les plateformes de financement participatif au sens large. Et du coup, après, se pose un peu la question de comment est-ce qu'on peut investir? Alors du coup, j'ai déjà un peu donné des modèles, mais il y a en gros 3 grands modèles, au service de l'investissement, justement non cotés. Donc on n'est pas, encore une fois, on n'est pas sur tout ce qui est marché boursier. Les 3 modèles un peu, classiques, on va dire, ça va être, soit investir en actions, donc devenir propriétaire en fait d'une partie de l'entreprise et comme je le disais, avoir des droits de vote, des droits aux dividendes, mais du coup, on prend un risque aussi, puisqu'on est le dernier remboursé en cas de faillite du projet. Hem, on a du coup ce qu'on appelle les obligations. Les obligations, en fait, on est un peu, on est créancier de l'entreprise, donc «prêteur» entre guillemets, avec un échéancier qui est défini et puis, on est prioritaire par rapport aux actionnaires si jamais on doit être remboursé en cas de faillite. Donc le risque, il est un peu moins élevé. Hem Et il y a un autre, oui, sur quasiment le même modèle que l'obligation, il y a aussi les prêts. C'est un peu la même logique et puis le dernier modèle et là, c'est peut-être Anaïs qui va plus nous en parler, qui est le modèle sous forme de royalties. Ouais, bah, du coup, oui, comme dernier modèle, un poil moins traditionnel que Mmh. les actions, obligations qui sont, les plus connues, des marchés, et du financement d'entreprise. Le royalty based finance ou, financement en royalties, c'est une des dernières méthodes de financement, pas forcément très connues en France d'ailleurs. Les royalties, ça correspond à un pourcentage du chiffre d'affaires que l'entreprise financée s'engage à reverser à ses investisseurs pendant une durée déterminée. Ce qui rapproche en fait l'investisseur de la performance réelle de l'entreprise, de son chiffre d'affaires qu'elle va faire d'une année sur l'autre, à la différence d'une action où on va être incentivé à la valorisation de l'entreprise dans les années qui vont venir, ou à la différence des obligations où pour le coup c'est beaucoup plus standardisé, où on va avoir des intérêts annuellement, enfin sur des durées prédéfinies. Donc les royalties aujourd'hui en France, alors je connais moi personnellement du coup 2 entreprises qui font du financement participatif en royalties en France. Il y a We Do Good qui est un acteur historique depuis plus de 10 ans. We Do Good donc finance des petits projets de l'early stage, des jeunes entreprises en royalties, donc propose à des particuliers d'investir directement dans les entreprises et de toucher un pourcentage du chiffre d'affaires sur les années qui vont venir, sur une durée de 3 à 5 ans. Et le deuxième entreprise, eh bien, c'est nous, c'est le modèle qu'on a choisi chez Érable pour financer nos entreprises. Alors, pas en finançant une entreprise complète, mais en finançant des actifs d'une boîte, du stock, de l'inventaire, ce que Yanis va d'ailleurs vous présenter juste après. Et on adosse donc, ce modèle de royalties au Web3 en ancrant nos produits financiers directement sur la blockchain, en émettant des produits digitaux, ce qui permet déjà une décentralisation bien plus importante. Ça va permettre de rapprocher l'investisseur et le projet directement sans avoir besoin d'un tiers de confiance. Et puis, ça amène pas mal de transparence puisque chaque transaction, chaque échange va être inscrit dans ce registre qu'est la blockchain. Et on va pouvoir également y inscrire des informations
de traçabilité, donc sur la performance financière et extra-financière de l'investissement, au final, pour que l'investisseur ait vraiment, en toute transparence, où étaler son argent. Et je vais passer la parole à Yanis pour vous détailler ce modèle-là, du coup, comment nous, on utilise les royalties. Ouais, peut-être Gaël. Ouais, non, peut-être avant, j'ai oublié de faire une petite remarque juste avant, mais je vais le repréciser maintenant. Juste pour que ceux qui sont pas forcément, qui baignent pas dans Oui. l'investissement tous les jours, je rappelle qu'en fait tous les investissements quand même donc en non coté, que ce soit en actions, en obligations ou en royalties, c'est des investissements qui présentent une part de risque très importante. Oui. Et donc il faut bien mesurer la part que vous allouez à ces investissements-là et ne pas hésiter à se faire accompagner en tout cas si besoin. Je repasse du coup à Yanis, pardon, pour qu'il nous présente du coup justement le financement d'actifs tangibles. Ouais, exactement. Et en faisant, je te rejoins Gaël, sans doute un zoom aussi sur les risques adoptés à ce type de modèle. Donc, je pense que très concrètement, on pourrait lister les avantages de ce type de modèle en 3 parties. Une première partie sur les avantages, je dirais que c'est l'alignement d'intérêts qui me semble, moi, être la partie la plus éthique de ce mode de financement parce que, en fait, c'est le projet, nous, dans le cas de ces projets impact, génère de l'impact, génère du CA et une partie de ce CA est reversée sous forme de trésorerie aux investisseurs. Et donc, les investisseurs ont un alignement d'intérêt à ce que le projet marche et que le projet fonctionne. Le deuxième avantage, je pense qu'Anaïs l'a beaucoup détaillé, c'est la traçabilité des fonds et la capacité à avoir une emprise beaucoup plus directe. En fait, on ne va même pas financer du capital d'une entreprise, on va aller financer des actifs au sein d'une entreprise. Et donc, on va savoir concrètement et directement où l'argent est positionné. Et enfin, le troisième avantage, je dirais, ça va être sur le versement régulier de rendement à la trésorerie. Parce qu'en effet, c'est dès que les actifs génèrent du CA, une partie de ce CA est reversée dans la trésorerie commune. Ce qui fait un côté, je dirais, beaucoup moins quitte ou double qu'on peut avoir dans du non-coté et dans du financement d'actions. Où en fait, comme il y a très peu d'événements, en fait, quand vous financez le capital d'une entreprise, comme il y a très peu d'événements de liquidité, si ça marche, ça peut marcher très très fort. Et donc, dans 6, 7, 10 ans, faire une très belle sortie. Si ça ne marche pas, par contre, comme l'a dit Gaël au début, on est les derniers remboursés. Donc, il y a très peu de chances que ça fonctionne. Et donc, ensuite, peut-être pour finaliser sur ce modèle-là et repasser ensuite la main à Anaïs sur des cas d'usage et rentrer vraiment dans le concret, je vais faire un zoom très rapide aussi sur les risques qu'on va avoir en fait sur ce type d'investissement. Et donc, en fait, ça va reprendre un peu les avantages que j'ai pu lister. Le risque premier, c'est qu'il n'y a pas de statut d'actionnaire, en fait, comme vous l'avez compris dans ce type de modèle. Et donc, ça limite effectivement la gouvernance que vous pouvez avoir sur le suivi d'une entreprise. Ça évite aussi les désavantages qu'on peut avoir à être actionnaire, comme le disait Gaël sur le fait d'être dernier remboursé, mais c'est un point à prendre en compte aussi sur les droits que vous allez avoir en tant qu'investisseur. Le deuxième risque, c'est que c'est un modèle, même si on a des entreprises, on a parlé de We Do Good, mais on a aussi pas mal d'entreprises qui se sont lancées dans le domaine de l'immobilier. C'est un peu plus spécifique, donc je ne rentrerai pas dedans. Mais c'est un modèle qui est assez nouveau, même si ça a une petite dizaine d'années, qui est beaucoup moins pratiqué, on va dire, que l'action ou l'obligation à taux fixe. Et donc, évidemment, comme tout modèle nouveau, il faut être en capacité de se renseigner et de bien comprendre comment ça fonctionne. Heureusement, aujourd'hui, on arrive à un moment où les acteurs de ce secteur-là commencent à se structurer. Il y a une association des plateformes qui s'est lancée. Donc, on espère que ça va aller dans le bon sens. Et enfin, le dernier point, c'est si vous financez en fait les actifs d'une entreprise ou sur une autre plateforme que vous financez en partage de revenus d'une entreprise, en cas de liquidation, vous avez un droit d'aller réclamer effectivement votre créance, donc la créance minimum qui vous est due. Néanmoins, voilà, par rapport à des acteurs traditionnels comme des banques, ce qui se passe souvent, c'est qu'on n'est pas les prioritaires pour y aller. Donc ça, je pense que c'est la partie importante à considérer et je ne reviendrai pas sur ce qu'a déjà dit Gaël sur les risques globaux en fait, de l'investissement non coté qui sont à considérer. Nous, côté Érable, on a beaucoup travaillé sur comment on pouvait mitiger au maximum ces risques pour nos investisseurs. Le premier point, il a été sur le fléchage des fonds. C'était hyper important pour nous, notamment quand on bossait avec des entreprises jeunes, de savoir comment les fonds qui étaient alloués allaient être utilisés. Et donc, le fait de faire du financement d'actifs tangibles, donc des machines à laver, des contenants réutilisables, on va parler de machines à recycler l'eau, ça nous permettait d'avoir aussi une sécurité sur, on savait où allaient les fonds et comment ils étaient utilisés.
Le deuxième point qui était important pour nous, c'était aussi sur ce qu'on appelle la due diligence de l'entreprise. Donc, savoir s'il y avait une capacité marché sur cette entreprise-là, si les données financières de cette entreprise lui permettaient d'avoir une certaine pérennité et stabilité. Et enfin, le troisième point qui est important et je pense qui est beaucoup travaillé chez les entreprises du revenu-based finance, c'est avoir la capacité à financer des entreprises qui ont un potentiel commercial à court terme. Et ça, c'est un des points qui est important pour nous. On finance, notamment en économie circulaire, beaucoup d'entreprises qui ont une capacité à déployer et à se lancer soit dans les mois qui suivent, soit qui sont déjà en commercialisation. Et donc, ce qui fait qu'on a des versements qui peuvent tomber dès le mois suivant le financement. Voilà un peu, et c'est aussi un sujet, la mitigation des risques, qui est toujours prioritaire de notre côté, et on travaille un peu aux innovations qu'on pourrait amener, notamment en termes de garantie, potentiellement garantie sur actifs qu'on pourrait aller chercher dans les mois qui viennent. Ouais, c'est peut-être ça, du coup, peut-être une précision sur la propriété des actifs. En fait, dans la plupart des cas, ici, la propriété des actifs reste du côté de l'entreprise, on est d'accord? Ou j'ai une bêtise? Exactement. On a eu des premiers modèles où en fait on prenait la pleine propriété des actifs. Donc ceux qui sont déjà passés chez nous sur les modèles Pixo, Revolt, HomeCycle par exemple, on est les heureux, on prenait la propriété des actifs et ça nous offrait une garantie supplémentaire. Aujourd'hui, en fait, notamment dans l'objectif d'accélérer l'arrivée de nos nouveaux contrats, on a plutôt opté pour une clause de fléchage des fonds, et ce qui permet que toute la partie assurance de ces actifs puisse reposer sur le projet. Néanmoins, il n'est pas exclu que la pleine propriété des actifs revienne aux investisseurs dans un temps 2. C'est un sujet qu'on travaille en ce moment avec nos avocats. Ok. Et ben on peut d'ailleurs peut-être détailler quelques cas d'usage. Et d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez peut-être des questions dans le chat déjà sur ce qui a été dit. C'était très théorique, on va dire, jusque-là. Je vais essayer peut-être de vous détailler quelques cas d'usage. Non, mais c'est vrai que c'était un petit peu théorique sur le financement, et pour ceux qui ne baignent pas là-dedans, encore une fois, ça peut être peut-être un peu flou. Donc, on va essayer d'illustrer tout ça avec deux cas d'usage qu'on a chez nous, chez Érable. On a deux grands modèles. Le premier modèle, donc vous voyez sur la gauche, c'est le modèle d'achat-revente chez nous, qu'on a pu mettre en place par exemple avec Revolt, entreprise de la réparation de véhicules électriques, donc qui met en place un réseau de garages et de mécaniciens spécialisés sur le sujet pour réparer et allonger la durée de vie des véhicules électriques. Avec eux, ce qu'on a mis en place comme modèle, c'est justement un modèle de récupération de véhicules qui étaient défectueux, donc de rachat de véhicules, grâce au financement d'investisseurs qui ont investi dans ce pool de véhicules à réparer. Revolt les répare et puis les revend en ayant allongé donc la durée de vie des véhicules. Et le revenu généré grâce à cette activité est partagé directement aux investisseurs. On a donc un modèle vertueux, à la fois d'un côté performance financière, mais aussi côté performance extra-financière. On a allongé la durée de vie des véhicules. C'est un modèle d'économie circulaire, la réparation. Et on a fait donc ce modèle d'achat-revente. Une partie du CA généré, du chiffre d'affaires généré, a été partagée aux investisseurs. C'est bien un modèle de royalties. C'est fléché vers les actifs puisqu'on a financé des voitures électriques à réparer. Et c'est un de nos bons cas d'usage pour expliquer ce modèle en achat-revente. Ça va nous permettre d'ailleurs, ce modèle nous permet des temporalités assez courtes, puisqu'on a juste à acheter, réparer ou faire une action de revalorisation et revendre. Donc sur Revolt, c'est un modèle qui s'est étendu sur un peu plus d'1 an, mais ça reste court dans l'investissement non coté. À la différence d'actions ou d'obligations, on parle beaucoup plus de 5 à 10 ans et encore. Voilà. Et le deuxième modèle qu'on peut mettre en place chez nous, c'est le modèle locatif. Donc, on va financer donc, pour le coup sur une durée un poil plus longue. De même, un ensemble de produits qui va être mis en location, qui va être dans une activité sur le long terme. Donc, je vais prendre l'exemple d'HomeCycle, deuxième entreprise qu'on a pu financer, qui fait de la location d'électroménager
pour favoriser l'économie de l'usage et non de la possession, pour également combattre un peu l'obsolescence programmée et culturelle de nos objets du quotidien. Donc OnCycle, avec eux, on a financé donc un parc de machines à laver, très concrètement, qui est mis en location qui est actuellement mis en location chez des particuliers, ce qui génère donc du revenu mensuellement, des revenus locatifs, qui sont partagés directement aux investisseurs. C'est des temporalités un poil plus longues, puisque les modèles locatifs ne génèrent pas une rentabilité directe chaque mois. C'est l'ensemble des mois qui va créer cette rentabilité. Mais il reste assez avantageux dès lors que l'entreprise déploie assez vite, ce qui s'est passé d'ailleurs sur OnCycle, déploie et met en place ces modèles de location. Et ça forme donc les deux modèles qui, chez nous, sont déployés sur des modèles en royalties fléchés vers des actifs. On pourrait étendre d'ailleurs ces modèles à bien d'autres verticales. Côté achat-revente, on pourrait financer par exemple des infrastructures d'énergie renouvelable, des panneaux solaires, des éoliennes, et dans le temps toucher les revenus générés. On pourrait également financer la production d'objets plus durables, de packaging, tout ce qui va être en production et qui va être revendu, financer la production et être récompensé au moment de la vente, de la revente. Et sur les modèles locatifs, on peut penser à tout ce qui est toutes les verticales dans la mode de location. On peut penser à toutes les verticales dans la rénovation et également thermique des bâtiments, qui une fois qu'ils sont loués, seraient loués dans le temps, pourraient rentabiliser l'investissement. Bref, ça s'applique vraiment dans beaucoup de verticales et notamment dans les modèles d'économie circulaire, puisqu'on a une revalorisation, on a une valorisation extra-financière qui est corrélée à la valorisation financière. En gros, on peut générer du CA de manière corrélée à la génération d'impact. Et c'est comme ça d'ailleurs que nous, on choisit nos projets et que nos modèles arrivent à corréler ces deux performances à l'intérieur de nos produits financiers. Je ne sais pas si c'était clair, j'ai essayé de résumer nos deux modèles que vous voyez aussi à l'écran. Peut-être... On peut, ouais. Je pense que l'idée, ça va être sans doute de basculer sur le question-réponse. Je ne sais pas si tu avais d'autres éléments à ajouter, Gaël, avant de conclure ces trois parties-là. Mais dès maintenant, n'hésitez pas à venir poser vos questions. On en avait récupéré certaines qui avaient été posées via notre communauté avant le live. Donc, on va pouvoir commencer par celle-ci. Et si certaines vous viennent, n'hésitez pas à les poser. Bon, vas-y, je pense qu'on peut... on avait des questions qui arrivent. Alors, pourquoi est-ce si compliqué de mesurer l'impact sur les produits non cotés? Alors, est-ce qu'un de vous deux veut se lancer? Ouais, je peux peut-être commencer et Anaïs, tu complètes. Je pense que tu as une bonne vision aussi des choses. Déjà, je pense que c'est pas forcément sur les produits non cotés. Je pense que ça s'applique à tout. Mesurer l'impact aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Déjà parce qu'il faut, le définir. Souvent, et c'est pour ça que les investisseurs ont beaucoup de gens ont un grand prisme sur l'environnement parce que c'est assez facile, entre guillemets, de mesurer du CO2. Maintenant, on a des bonnes tables de comptabilité, mais il y a plein d'autres impacts qui ne sont pas mesurés, même sur la partie environnementale. Je peux parler pollution de l'eau, pollution de l'air. On a quand même assez peu de données. Et sur les autres volets de l'investissement à impact, je dirais tous les aspects sociaux et de gouvernance, on a quand même très peu de données. C'est assez peu normé. Donc, c'est très difficile de mesurer l'impact. Et du coup, sur des produits non cotés, on est en fait sur des entreprises qui sont généralement assez petites et qui n'ont donc pas forcément non plus les moyens de payer des grands cabinets pour aller mesurer tout un tas de données. Elles savent généralement que leur modèle est positif, puisqu'ils remplacent soit un modèle déjà existant, soit parce qu'au quotidien, ils mesurent un peu ce qu'ils font, mais ça reste quand même assez ponctuel, on va dire. Je ne sais pas si Anaïs, tu veux compléter ou même, Ouais, tu mets bien en lumière déjà la complexité pour une entreprise de mesurer son impact. Et donc,
financement ou pas. En fait, déjà, une entreprise en soi, et qui plus est, si elle est jeune, elle ne passe pas son temps à mesurer son impact de manière super précise, etc. Peut-être qu'elle est encore en phase de R&D, etc. Donc, la mesure d'impact déjà des entreprises est un sujet en soi. Très intéressant d'ailleurs à creuser. Et la deuxième chose, c'est que dans les produits de mon côté, donc eux-mêmes, si je peux creuser un petit peu là-dessus, si on prend les produits classiques, donc on mentionnait très traditionnels, actions-obligations, ils financent une entreprise à l'échelle de l'entreprise et non à l'échelle de ses activités. On n'a aucun moyen, quand j'investis en actions dans une entreprise, de savoir en réalité où est-ce que mon euro, où est-ce que chaque euro a été investi. Il va être investi au global dans les salaires, les charges de l'entreprise, les achats de matières premières, je ne sais pas. Mais ça va être un financement global. Et c'est très compliqué donc, de rattacher donc, le financement d'une entreprise à ce qui a été financé vraiment sur le terrain. Parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes entre-temps. Et il y a beaucoup de postes de dépenses dans l'entreprise. Et donc, les produits très classiques doivent être vraiment directement fléchés vers l'impact global de l'entreprise, mais c'est difficile pour un investisseur de comprendre absolument tous les postes d'impact négatif ou positif qui ont été générés par l'entreprise quand il a fait un petit financement en action ou une petite obligation. Et à l'inverse, du coup, c'est ce que nous, on essaye de faire avec du financement royalties ou fléché vers les actifs, où on essaie de s'émanciper des charges de l'entreprise globale, etc., et de vraiment rattacher un financement à ce qu'il a financé vraiment, à une activité terrain, à un CA généré. Et c'est ce qu'on essaye d'ailleurs de faire. Mais c'est là où est toute la complexité. C'est l'échelle du financement. Je ne sais pas si c'était plus clair. Mais... Si, ça donne un bon complément en tout cas. Ouais, merci pour vos réponses. Donc, on a une question là en live de Mohamed. Est-ce que les rendements sont forcément plafonnés? Si l'entreprise financée est un franc succès, il serait intéressant de permettre un rendement plus intéressant aux investisseurs. Je peux commencer sur ce plan-là. Oui, sur les financements du coup en royalties et notamment royalties sur financement d'actifs tangibles, l'avantage, c'est effectivement que vous touchez un pourcentage du CA. Celui-ci peut être encadré contractuellement. C'est du coup une discussion qui peut y avoir projet par projet. Mais dans tous les cas, ce que ça permet d'avoir, c'est que si ça marche très très fort et que l'entreprise génère beaucoup plus de CA que prévu, ça marche aussi très très fort pour les investisseurs. Et je pense que c'est en cela que ça rejoint la remarque d'Anaïs tout à l'heure, qui était de dire, si on prend par exemple l'exemple de Revolt qu'on a financé donc, sur la réparation de véhicules électriques, plus Revolt en fait était en capacité de réparer de véhicules électriques et donc de remettre en condition des véhicules qui étaient destinés à la casse, plus son impact était important, plus son CA aussi était important, et finalement plus le rendement espéré pour les investisseurs pouvait l'être. Et donc c'est aussi un des avantages, cette flexibilité de ce type de modèle d'investissement. Ensuite, on a une autre question de Marianne de la Commu sur le modèle d'investissement érable. Quelles données d'impact puis-je voir les tonnes de CO2? Je reviens toujours la même chose. Merci pour la question. Sur le modèle d'investissement érable, donc comme on va faire, je vais le répéter, du financement fléché vers les actifs, vers du stock, de l'inventaire qui va vraiment servir une activité précise d'une entreprise. On va se pencher sur cette activité-là et essayer de comprendre quel impact positif elle génère. Si c'est de l'évitement de tonnes de CO2 ou de la captation de CO2, on peut en effet mesurer des tonnes de CO2. Si, comme pour Pixo, ou pour Revolt, c'est des voitures réparées et donc des tonnes de matériaux évités qui partent à la casse, l'allongement des durées des véhicules, etc. On va mesurer cet impact précis-là qui va nous permettre d'avoir une comparaison par rapport au secteur de l'automobile, etc. On essaye vraiment de donner une mesure d'impact qui est, chez Érable, en tout cas, qui est déjà compréhensible pour tous, comparable dans le secteur, et puis vraiment concrète par rapport à l'activité. Il est vrai que sur beaucoup d'activités, on pourrait faire une analyse de cycle de vie et comprendre en tonnes de CO2, faire des conversions pour qu'en tonnes de CO2, on arrive sur quelque chose, parce que c'est la métrique très standard. Mais c'est tellement peu tangible quand on remplace le plastique à usage unique. Je reprends l'exemple de Pixo dans les restaurants. Oui, en soi,
il y a du CO2 quelque part si on calcule, etc. Mais ce qu'on fait réellement, c'est éviter des déchets plastiques. Et donc, nous, on décide de mettre en avant, par exemple, les déchets plastiques. Comme les mètres cubes de plastique évités, par exemple chez Pixo. Voilà, donc on essaie toujours chez ERAB de trouver la métrique adaptée au projet qui transcrit au mieux l'impact positif du projet. Super, merci. Merci beaucoup Anaïs. Écoutez, on va pouvoir clôturer ce live. Avant de finir, je vais peut-être laisser la parole à Gaëlle pour nous parler un peu plus amplement de sa newsletter. Très rapidement, on va avoir un call to action côté ERAB parce qu'aujourd'hui, il y a une belle journée pour nous avec le lancement d'un de nos prochains projets, donc H2OCare. Je ne sais pas, Anaïs, si tu voudras en dire un peu plus sur le modèle d'impact d'H2OCare, mais on est ravis qu'il se lance avec nous et vous allez avoir les formulaires d'intention qui vont vous être laissés sur le chat. Donc, n'hésitez pas et on reviendra très prochainement avec un live dédié sur le sujet. Et je te laisse la main, du coup, Gaëlle, pour finaliser sur ta newsletter. Ouais, ça marche, merci. Écoutez, ouais, si pareil, ce sujet-là, l'investissement impact, c'est quelque chose qui vous intéresse, du coup, 2 fois par mois, j'écris la newsletter du coup Épinard. Là, la prochaine, elle part ce dimanche. On va parler d'agrivoltaïsme, donc c'est un sujet bien particulier. Est-ce que c'est une solution typiquement pour la transition ou pas, et comment on peut investir dans ce secteur-là? Voilà, c'est le genre de dossier qui part 2 fois par mois. Il y a eu les forêts, l'agrivoltaïsme, le transport maritime à la voile, bref, plein de sujets différents. J'essaie de couvrir des secteurs à chaque fois nouveaux. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire directement sur épinard.co. Je ne sais pas s'il y aura le lien, je pense quelque part, ou dans l'invitation, il y avait le lien. Voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et puis moi, du coup, je suis curieux, Anaïs, quand même, du modèle d'H2OCare. C'est quoi le modèle? Merci Gaëlle. Je vous recommande la newsletter de Gaëlle d'ailleurs. Moi aussi, qui est très bien faite. Et le modèle d'H2OCare, donc H2OCare, c'est une entreprise qui veut lutter contre le gaspillage d'eau et qui va mettre en place donc, dans les habitations, donc à la fois chez les particuliers ou dans des plus grosses habitations type hôtel, logement plus collectif, des systèmes de recyclage d'eau grise. Donc, c'est les eaux qui sont dites usées, quand vous laissez couler votre robinet, par exemple, etc., à même l'habitation. Donc, par exemple, pour tirer votre chasse d'eau, dès que vous avez des besoins d'eau non potable dans votre maison, vous pouvez y mettre. Leur système de recyclage d'eau permet de réutiliser cette eau-là et d'éviter de gaspiller une eau qui est en fait encore largement utilisable, et utiliser de l'eau potable aussi pour des usages qui n'en ont pas besoin, pour arroser votre jardin par exemple, ou pour tirer la chasse, encore une fois, par exemple. C'est leur exemple type. Donc H2OCare se lance aujourd'hui, désolée pour... H2OCare se lance aujourd'hui chez nous, et oui, je pense que Margot devrait dans le chat pouvoir vous laisser le formulaire d'inscription si ça vous intéresse. Puis il y aura pas mal de com à venir aussi. Donc vous serez tenus au courant. Est-ce que Margot est-ce que notre modératrice du chat actuellement, et puis notre... Margot va nous mettre le lien, et on a eu une question de dernière minute qu'on a vu popper, donc on va la prendre avant de clôturer si ça vous va. Je ne la vois pas. Ah voilà. De Sandrine, bonjour. Le fait d'investir dans un actif plutôt qu'un autre peut-il influencer la rentabilité? Alors, je crois qu'elle précisait notamment si on parlait par exemple d'investir dans un lave-linge, par exemple sur ProHomeCycle, dans le lave-linge numéro 2 par rapport au lave-linge numéro 3, est-ce que ça change? Alors, il y a 2 réponses à ça, Sandrine. La première qui est qu'on fait des financements par pool d'actifs. C'est-à-dire que quand on propose d'investir avec HomeCycle dans les machines à laver, on ne vous propose pas d'investir dans une seule machine à laver. Parce que évidemment, le but est de mitiger au maximum le risque-prix. Donc, on vous propose d'investir dans des pools de 50, 100, 150 machines à laver. Ce qui permet d'avoir une rentabilité qui va être lissée sur les différents actifs. Ensuite, là où il va y avoir une différence, ça va être sur le type de projet qu'on finance. On a choisi, nous, de financer des actifs plutôt que des projets, parce que l'objectif, en fait, est de se dire comment on passe à l'échelle
des nouveaux modèles, de nouveaux écosystèmes. Et donc, vous allez avoir des rentabilités qui, par contre, vont être différenciées si vous financez, par exemple, un projet comme H2Oker sur des machines qui recyclent de l'eau, si vous financez des lave-linges qui vont être mis en location ou si vous financez des contenants réutilisables dans de la restauration avec Pixo. Et donc, sur chaque projet, on visibilise évidemment les rendements estimés de l'actif et aussi des temporalités, parce que quand on est, comme l'a dit Anaïs, sur de la location, c'est souvent un peu plus long terme que quand c'est de l'achat-revente. Donc, ça, là, vous avez une différenciation et vous pouvez choisir le projet qui vous correspond le plus, que ce soit en termes d'espérance de gain, d'impact, évidemment, et ou même d'intérêt pour l'aventure entrepreneuriale des personnes derrière. Voilà. Je rajoute juste la petite, tout en mesurant le fait que c'est du non-coté et qu'il faut toujours essayer de diversifier ses placements. Donc, n'hésitez pas à d'ailleurs vous faire accompagner sur le sujet. Je remets le point de Gaël sur Qui était exactement. très intéressant et oui, sur le point de la diversification, de justement pouvoir couvrir les risques en investissant à plusieurs endroits et en répartissant ses investissements. Et c'est notamment un des sujets qu'on essaye aussi de travailler, de proposer dans quelques temps, d'investir non pas sur un type d'actif à chaque fois, mais sur des pools d'actifs, ce qui permettrait de diversifier. Parce que par exemple, quand on veut investir dans la mobilité électrique, c'est autant intéressant d'investir dans de la réparation de véhicules que dans des bornes. Et donc, c'est des produits qu'on sera amené à discuter dans les mois qui viennent. Merci encore, Gaël, pour ta présence. Je vous invite du coup, une fois de plus, à aller vous abonner à la newsletter Épinard. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce live. Et donc, le prochain, ce sera avec H2Oker d'ici 2 semaines. Merci à vous. Merci à vous. Merci Yanis, merci Anaïs et merci Margot, effectivement, qui était dans l'ombre aujourd'hui pour ce webinaire. Dans l'ombre, merci beaucoup. Merci, Gaël. Merci, à très vite.